Voilà, comme on vous l'a dit, je ne suis pas historien, mais juriste, et je ne vais certainement pas vous faire un exposé sur l'histoire exhaustive du droit d'auteur, ça dépasserait mes capacités. Si je me suis intéressé à cette histoire, qui est effectivement récente, c'est parce que je suis arrivé à un constat que beaucoup peuvent partager, à savoir que le modèle sur lequel repose le droit d'auteur actuel est en crise. Le droit d'auteur traverse une crise de légitimité, tout d'abord. Il y a un grand désamour dans le public à l'égard du droit d'auteur, des auteurs et des sociétés de gestion qui les représentent. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il faut payer des droits d'auteur pour diffuser de la musique dans son commerce, dans son salon de coiffure, dans une foire ou dans une fête d'étudiants. Et ce désamour s'est encore accéléré, amplifié suite au développement des nouvelles technologies, suite à l'avènement de la société de l'information, au développement d'Internet, où n'importe quel contenu musical, audiovisuel, son, image, etc., peut être téléchargé en un quart de seconde, moyennant un simple clic d'une souris. Et je pense qu'effectivement, l'incompréhension de plus en plus grande dans le public vis-à-vis de la problématique des droits d'auteur et de la nécessité de rémunérer convenablement les acteurs de la création artistique vient principalement du fait, en tout cas ça a été accéléré à cause de cela, par la perte de contact progressive du public avec le support par lequel il accédait aux œuvres. Avant, lorsque vous vouliez lire un livre, il fallait aller dans une librairie, acheter un ouvrage. Lorsque vous vouliez écouter de la musique, il fallait aller chez un disquaire, acheter un CD. Et donc, en achetant cet objet, on se rendait compte effectivement du travail que ça nécessitait et peut-être de la nécessité effectivement de rémunérer convenablement toute l'équipe qui, derrière, avait permis la production de cette œuvre. Mais sur Internet, où on peut télécharger à partir de son simple poste de travail toute une série d'œuvres qui est librement accessible, sans aucune restriction, la plupart du temps sans verrouillage, il est plus difficile effectivement de faire admettre qu'on doit également, pour ce type d'utilisation, rémunérer convenablement les gens qui sont à l'origine des œuvres qui sont diffusées. Et une récente enquête de la fameuse institution Adopi, je ne sais pas si vous connaissez Adopi, c'est l'autorité qui en France est chargée de veiller au respect des droits intellectuels sur le net, a montré que toutes les mises en garde contre la contrefaçon, contre le téléchargement illicite sur Internet avaient un impact quasiment nul sur le comportement des internautes qui étaient interrogés et qui ne comprenaient pas pourquoi il fallait payer pour accéder à des contenus qui sont encore une fois librement accessibles, sans aucune restriction et extrêmement facilement. Et l'histoire récente a montré que toutes les tentatives pour lutter via le système Adopi ou via d'autres systèmes de filtrage, notamment de contenu, n'ont donné jusqu'à présent que très peu de résultats, tout simplement parce qu'évidemment ces dispositifs impliquent une ingérence dans la vie privée, dans la sphère privée du consommateur, et donc ce qui explique la difficulté de faire respecter dans cet espace privé les droits intellectuels et les droits d'auteur en particulier. Donc à la question de la légitimité s'ajoute la question de l'efficacité du droit d'auteur. Est-ce que le droit d'auteur est encore un outil adapté, un modèle adapté pour en tout cas permettre aux producteurs et aux créateurs de se faire rémunérer convenablement pour toutes ces utilisations que l'on peut effectuer par le biais du net. Et la question fondamentale, donc, qui s'inscrit en filigrane de cet exposé et qui sera développée donc, en guise de conclusion, est la suivante: est-ce que le droit d'auteur a les ressources nécessaires pour surmonter cette crise grave et à la limite mortelle, parce qu'on verra justement à travers l'histoire que ce n'est pas le premier défi que cette jeune législation a dû affronter. Le droit d'auteur a dû faire face au fur et à mesure à de nouvelles formes d'exploitation, à de nouvelles formes de création, et toutes ces nouveautés ont globalement été bien intégrées dans le droit d'auteur. Et donc je pense qu'effectivement une perspective historique est utile
pour réfléchir à la base du système, aux raisons d'être du système, aux raisons d'être pour lesquelles une série d'auteurs au XVIIIe siècle se sont battus pour faire reconnaître un droit privatif dans le chef des auteurs et se sont battus effectivement pour fonder le droit d'auteur et voir aussi ensemble, à travers donc, cette perspective historique, comment le droit d'auteur s'est outillé, s'est défendu pour faire face à tous ces défis technologiques et culturels qu'il a dû digérer au fil des siècles. Et donc, avant de parler de l'histoire récente du droit d'auteur qui a émergé au siècle des Lumières, donc au XVIIIe siècle, il faut un petit peu parler de la préhistoire parce que, bien évidemment, je dois un petit peu accélérer là. Bien évidemment, c'est la première fois que j'utilise le PowerPoint, hein, donc soyez indulgents. Donc, bien évidemment, le droit d'auteur n'a pas surgi comme ça nulle part, mais est au contraire le fruit d'une longue évolution qui a débuté avec l'imprimerie. Et vous verrez sur ce magnifique PowerPoint qu'a préparé mes collaboratrices que, effectivement, pour moi, l'invention de l'imprimerie, c'est un peu le Big Bang dans l'histoire du droit d'auteur, puisque pour la première fois, on invente un procédé mécanique qui va permettre de reproduire une œuvre en un nombre important d'exemplaires. Et cette invention va avoir des conséquences sur l'histoire qui nous occupe aujourd'hui, à savoir qu'elle va permettre deux choses. Elle va permettre premièrement, effectivement, l'émergence d'une nouvelle industrie, d'un nouveau marché, donc le marché du livre, et elle va permettre surtout la création d'un véritable espace public. Parce que, bon, auparavant, les œuvres, c'était l'apanage, était réservé au plaisir exclusif de quelques mécènes, circulait dans un espace purement privé. À partir du moment où on utilise un procédé qui permet de reproduire en un nombre important d'exemplaires une œuvre, et que cette œuvre est destinée donc à être distribuée via ces exemplaires au public, eh bien, et effectivement, il y a la création d'un espace public où ces œuvres vont pouvoir être lues, critiquées, etc., qui va se créer. D'où la nécessité, évidemment, d'assurer correctement la protection de ces œuvres, parce que à partir du moment où les œuvres ne sont plus destinées à quelques privilégiés, quelques mécènes, mais sont destinées à être transmises à un public, eh bien, il y a évidemment automatiquement, à partir du moment où on transmet cette œuvre dans l'espace public, une perte de contrôle de l'auteur sur son œuvre, d'où la nécessité d'assurer correctement la protection juridique de ces œuvres et d'assurer leur distribution de manière correcte. Et c'est dans ce contexte que, effectivement, les autorités publiques vont instaurer des privilèges qui vont protéger, parce que là je suis déjà assez loin, des privilèges qui vont avoir un double objet. Le premier objet, c'est la protection des investissements. Les privilèges qui seront accordés aux libraires, qui avaient un rôle beaucoup plus important que maintenant, puisqu'ils étaient non seulement chargés de la distribution, mais ils s'occupaient aussi de la production, de l'imprimerie, de l'impression des ouvrages. Donc le privilège qui sera accordé à cette confrérie est nécessité est justifié par la nécessité de protéger les lourds investissements que cette nouvelle technologie nécessitait. L'idée, c'est que pour favoriser cette industrie naissante, il fallait protéger ces investisseurs contre la copie et donc leur accorder un monopole d'exploitation, un monopole de production et de distribution sur les exemplaires qu'ils contribuaient donc à imprimer et à produire. Et donc, dans la préhistoire du droit d'auteur, l'idée, c'est qu'il fallait avant tout protéger pas celui qui crée l'œuvre, mais bien celui qui, par ses investissements, contribuait à la production et à la diffusion de cette œuvre dans le public. On verra qu'au XXe siècle, quelques siècles plus tard, on va retrouver un peu la même idée en accordant une protection dérivée à certains auxiliaires de la création qui, par leur investissement, permettent de produire ou de diffuser des œuvres qui demandent énormément de moyens, comme les œuvres audiovisuelles, qui nécessitent des investissements énormes en termes de production et de diffusion. Et donc, on va accorder, en vue
de stimuler la création et surtout la diffusion de ces œuvres, on va accorder donc à ces intermédiaires de la création ce qu'on appelle des droits voisins, donc des droits similaires aux droits d'auteur qui ont le même objectif et qui s'inspirent de cette philosophie qui est qu'il faut protéger non seulement le créateur, mais aussi protéger celui qui contribue à mettre ses œuvres dans le marché, à les financer et à les distribuer. Alors, l'autre forme d'expression littéraire que constituaient à l'époque les œuvres dramatiques faisait aussi l'objet de privilèges, des privilèges qui étaient accordés à une corporation qui était bien florissante à l'époque, à savoir les comédiens et les directeurs de troupe. Et l'octroi de ces privilèges, qui étaient comme pour les privilèges d'imprimerie, subordonnés à une certaine allégeance de son bénéficiaire vis-à-vis des autorités publiques, ce qui permettait évidemment d'assurer une certaine censure et un certain contrôle des autorités sur ce qui était diffusé ou représenté dans le public. Et donc ces privilèges qui étaient accordés aux comédiens étaient exercés d'une manière telle qu'à un certain moment, ceux-ci étaient dépouillés en fait, de tout contrôle de leur œuvre. Ils étaient totalement spoliés à partir du moment où ils vendaient un manuscrit à une troupe de théâtre. Ils perdaient quasiment tout droit sur l'exploitation de leurs pièces. Et notamment, à une certaine époque, en France, le privilège qui était reconnu aux comédiens, aux troupes de théâtre qui montaient les pièces, avait pour conséquence que ces troupes avaient quasiment un droit de vie ou de mort sur la pièce. S'ils décidaient de ne pas produire la pièce, de la laisser en jachère, eh bien, l'auteur n'avait absolument aucun recours contre cela. L'auteur était obligé d'attendre que la pièce soit montée pour éventuellement la faire imprimer. Et donc, effectivement, il était dépouillé de toute prérogative, de tout contrôle sur sa pièce, outre que la plupart de ces troupes éludaient leur obligation légale de reverser une partie des recettes, un neuvième, à un certain moment dans l'Ancien Régime, un neuvième de recettes aux auteurs. Et c'est contre cette situation de plus en plus injuste que des auteurs comme Beaumarchais, qui disposait pourtant d'une fortune personnelle, qui a connu le succès, lui, durant son vivant, vont se battre. Et donc, effectivement, si le droit d'auteur moderne a pu émerger au XVIIIe siècle, c'est avant tout, ça s'explique avant tout, par le combat déterminé et organisé, c'est un élément important, d'auteurs comme Beaumarchais, qui ont placé la question de la rémunération des auteurs au centre du débat et au centre de leur combat qui en l'espèce a duré pas mal de temps, puisque la lutte de Beaumarchais, qu'a menée Beaumarchais conjointement avec 24 auteurs qu'il représentait contre la Comédie Française, a duré 4 ans et a été tranchée finalement en faveur des auteurs par Louis XVI. Et il faut bien savoir qu'à cette époque, l'idée que l'auteur devait être rémunéré en raison des exploitations diverses qui pouvaient être faites de sa pièce n'était absolument pas du tout admise par l'ensemble des auteurs. Beaucoup d'auteurs, encore à l'époque, estimaient que la gloire que leur conférait le succès de leur œuvre était une compensation tout à fait satisfaisante. Et cette conception est bien comment dire, illustrée par les vers d'Horace que j'ai reproduits dans le PowerPoint et qui, en toute modestie, évoque l'immortalité de son œuvre en disant « J'ai achevé un monument plus durable que les reins, plus haut que les royales pyramides, que ni la pluie qui ronge, ni la cuillon ne pourront détruire, ni l'innombrable suite des années, ni la fuite des temps. » Eh bien, cette conception elle était encore partagée par des auteurs des Lumières, comme notamment Voltaire, Diderot, qui avaient aussi la chance d'être extrêmement fortunés et donc pour lesquels les questions matérielles et financières avaient beaucoup moins d'importance que d'auteurs de scénettes qui étaient produites en masse par les troupes de théâtre. Et notamment Diderot dans certains écrits, va même jusqu'à défendre parfois le système existant qui repose sur un contrat qui doit être accepté par l'auteur, contrat entre l'auteur et la troupe de théâtre, et il estime que le système actuel est satisfaisant sous réserve de quelques amendements à apporter. Et le plus étonnant, c'est que Diderot, de même que d'autres auteurs, voit même d'un bon œil la contrefaçon, puisqu'ils disent mais la contrefaçon c'est un facteur de démocratisation parce que ça permet effectivement à un public moins aisé d'accéder à des œuvres et donc à partager des idées, etc., à des œuvres auxquelles ils n'auraient pas accès si ils étaient obligés
d'acheter des exemplaires au prix plein. Parce que bon, l'avantage à contrefaçon, c'est que généralement, les coûts de production sont moins importants, puisqu'il y a des investissements qu'on n'a pas dû faire, et donc on peut effectivement proposer au public le même support, la même œuvre, mais à un prix beaucoup moins important. Et donc, effectivement, ces auteurs ne plaidaient pas jusqu'à dire qu'il fallait encourager la contrefaçon, mais disaient que c'était un facteur de démocratisation et de vulgarisation. Ce n'est pas du tout, évidemment, la conception que a défendue de manière très énergique Beaumarchais lorsqu'il s'est révolté contre le lobby donc des comédiens qui, encore une fois, à l'époque, abusaient de ces privilèges pour non seulement avoir droit de vie ou de mort sur les œuvres qui leur étaient confiées, mais aussi pour spolier les auteurs des recettes qui leur revenaient en fonction des usages ou de la loi. Et donc, il s'est dit que pour organiser efficacement ce combat, il devait s'allier avec le syndicat des auteurs, avec les auteurs qui étaient concernés. Et donc, il s'est allié avec 24 auteurs. Ils ont constitué une sorte de premier syndicat d'auteurs qui a donc appuyé la lutte de Beaumarchais et qui a donc revendiqué une plus juste rémunération pour leur travail créatif. Et Diderot, non seulement s'était rendu compte qu'effectivement il faisait face à un lobby qui abusait de ses privilèges, mais s'était aussi rendu compte que en province, ces pièces étaient jouées un petit peu comme ça à la sauvette, sans la moindre autorisation, et donc il y avait toute une série d'exploitations qui échappaient aux auteurs, et toute une série de programmations pirates qui étaient effectuées comme ça, sans le moindre consentement, sans la moindre autorisation. Et il s'est bien rendu compte que pour lutter de manière efficace contre ce genre d'exploitation sauvage, l'auteur seul était totalement démuni, il devait s'organiser, il devait donc se constituer en syndicat, en société, pour organiser ce qu'on va appeler plus tard la gestion collective, et donc mettre sur pied une structure qui dispose des moyens de contrôler l'usage des œuvres et d'assurer une juste perception des recettes qui reviennent aux auteurs. Et donc Diderot, à la tête de son syndicat d'auteurs, va organiser ce qu'on appelle la première grève des auteurs, un peu comme on connaît à Hollywood, la grève des scénaristes pour les émissions de télé. Eh bien, il va organiser la première grève des auteurs pour faire plier la comédie française. Et donc, les auteurs vont arrêter de livrer à la comédie française les pièces qui étaient destinées à être montées. Et au terme de son combat homérique, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, le roi Louis XVI lui-même va trancher ce conflit en faveur des auteurs et rééquilibrer un petit peu la relation entre les auteurs et les comédiens. Il va être aussi à l'origine de ce qu'on va appeler par la suite la SACD, donc la première société de gestion collective qui est chargée donc de gérer le répertoire dramatique, de gérer les œuvres des auteurs dramatiques, et qui sera fondée en 1829. Mais donc c'est bien Beaumarchais qui est à l'origine de cette société qui, encore une fois, était justifiée par la nécessité de centraliser la gestion pour permettre un contrôle plus efficace de l'utilisation des œuvres. Alors, si le droit d'auteur moderne a pu émerger, c'est aussi parce que le contexte sociopolitique de l'époque s'y prêtait. Nous sommes en plein siècle des Lumières, où les idées de liberté commencent à fleurir un peu partout, et où les citoyens commencent à vouloir s'affranchir de la tutelle de l'État et de l'arbitraire de l'État. Et donc, effectivement, ces philosophies des Lumières vont fortement inspirer des défenseurs de la propriété artistique et littéraire, et qui voient dans le recentrage de la protection sur l'auteur un moyen de supprimer non seulement la censure, mais aussi de développer de manière plus adéquate la libre circulation des biens culturels. Et donc, si vous voulez, dans ce contexte, effectivement, on va considérer que pour garantir cette liberté d'expression et pour stimuler la création, il faut abolir les privilèges et garantir l'autonomie
financière de l'auteur en vue de lui permettre de poursuivre son activité artistique et créatrice sans la moindre contrainte et sans subir l'arbitraire soit des mécènes dont il dépendait, soit des autorités publiques qui accordaient donc des privilèges aux uns aux autres en fonction de leur degré d'obéissance. Et le meilleur moyen de réaliser cette émancipation, c'est donc de reconnaître, selon ces philosophes des Lumières, un droit exclusif à l'auteur sur son œuvre. D'ailleurs, c'était présenté comme la plus noble et la plus sacrée des propriétés, c'est à savoir la propriété de l'auteur sur son œuvre. Et donc, on va reconnaître donc, un véritable droit de propriété privatif, un droit exclusif de l'auteur sur son œuvre afin de lui permettre de contrôler l'exploitation et l'usage de son œuvre dans l'espace public. Et ce combat des Lumières va donc aboutir et va donner lieu aux premières lois, les premières lois révolutionnaires de janvier 1791 et juillet 1793 sur le droit d'auteur. Ces lois sont votées après la Révolution française qui a donc acté la fin des privilèges, le système a été remis à plat et le pouvoir révolutionnaire, entre guillemets, l'Assemblée nationale va commencer à légiférer sur le droit d'auteur et recentrer la production sur la personne de l'auteur et lui accorder effectivement une maîtrise sur son œuvre, alors que par le passé, cette maîtrise était exercée par les producteurs que constituaient les imprimeurs. Et donc, on va avoir deux lois fondatrices. Une loi qui est une loi un peu de circonstance. Une loi de circonstance, qui est la loi de janvier 1791, qui en fait reconnaît un droit exclusif des auteurs d'art dramatique sur les représentations publiques de leurs pièces. Et donc cette loi, eh bien, c'est la résultante du combat, c'est pour ça que je l'appelle une loi conjoncturelle, c'est la résultante du combat qui a été mené par Beaumarchais et ses acolytes pour faire reconnaître effectivement un droit des auteurs de pièces de théâtre sur leur production et sur leur création. Et va suivre une loi beaucoup plus générale, la loi du 24 juillet 1793, qui va reconnaître un droit de reproduction au profit de l'ensemble des auteurs, donc les auteurs de musique, de peinture, dessinateurs, etc. Et cette loi générale est fondée en fait sur le contrat suivant, à savoir que l'auteur va se voir reconnaître effectivement un droit de propriété temporaire sur sa production, mais ce droit n'est accordé que parce que l'auteur contribue à la création artistique et a fait l'effort effectivement de transmettre son œuvre à l'espace public, a pris le risque donc de se voir dépouillé de son œuvre en mettant ça sur la place publique. Et donc en contrepartie de cet apport et de cet investissement, on va lui reconnaître un droit temporaire sur sa production, droit qui dans un premier temps sera limité à la vie de l'auteur et on le prolongera d'une période de 10 ans en faveur des héritiers, mais comme l'a souligné le Chapelier, qui est l'un des auteurs de cette loi, ce droit s'arrête une fois qu'il a expiré et la propriété du public reprend ses droits. Le Chapelier dit, après que le droit a expiré, la propriété du public commence et tout le monde doit pouvoir imprimer, publier les ouvrages qui vont contribuer à éclairer l'esprit humain. Et donc voilà, ça illustre bien le contrat social sur lequel est fondé le droit d'auteur, à savoir qu'on reconnaît un véritable droit de propriété qui permet à l'auteur d'exercer un contrôle absolu sur son œuvre et même refuser de divulguer son œuvre au public. Mais ce droit de propriété, à l'inverse du droit de propriété classique, est limité en ce sens qu'une fois qu'il a expiré, les droits de la collectivité reprennent et celle-ci doit pouvoir accéder et reproduire librement les œuvres que l'auteur a créées. Et donc, dans cette optique, le droit d'auteur est perçu
aussi comme une sorte d'incitant à la création et était une récompense qui est accordée à l'auteur pour l'inciter à créer et pour favoriser donc la création artistique et la diffusion des œuvres. Alors après l'adoption de ces lois fondatrices du droit d'auteur, on va entrer dans une période de stabilisation au XIXe siècle. Bon, le droit d'auteur connaîtra des développements qui consisteront principalement à allonger la durée de protection des droits, parce que de 10 ans après la mort de l'auteur, on va passer à 30 ans, puis à 50 ans. Maintenant, on est à une durée de 70 ans. Le droit d'auteur se prolonge jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur, ce qui implique que certaines œuvres ne tombent dans le domaine public qu'après 100 ans, ce qui peut parfois se justifier pour des œuvres majeures, mais pour des articles de presse ou des œuvres fonctionnelles, comme des créations publicitaires, on peut se poser la question si c'est encore justifié. Surtout qu'ici, les bénéficiaires, les principaux bénéficiaires de ce privilège, entre guillemets, de ce droit exclusif, c'est moins l'auteur que les héritiers de l'auteur qui, eux, ne créent rien. Donc, alors qu'à la base, c'était un incitant pour inciter donc, l'auteur à créer. Donc on peut se demander effectivement si cette durée n'est pas exagérée compte tenu de l'objectif initial qui était de stimuler la création artistique et mettre temporairement l'auteur à l'abri de la copie justement pour l'inciter en toute confiance à créer des œuvres et surtout à les divulguer, à les transmettre donc au patrimoine commun de la collectivité. Ça, c'est la première chose que l'on va faire au XIXe siècle. On va aussi essayer de renforcer le lien de l'auteur avec son œuvre. Nous sommes en plein XIXe siècle, c'est la période romantique où on exacerbe l'individu et on va accentuer la dimension personnelle du droit d'auteur en disant que l'œuvre est en fait le reflet de l'âme de l'auteur, c'est le reflet de sa personnalité, dans la mesure où une œuvre n'est protégée que parce qu'elle est le reflet de la personnalité de l'auteur, il est normal de lui permettre, même s'il a cédé tous ses droits d'exploitation, de lui permettre de garder un contrôle, sur son œuvre, et il est normal qu'il puisse, en toutes circonstances, en revendiquer la paternité, veiller au respect de son intégrité et en s'opposant à toute modification de celle-ci, et surtout qu'il puisse décider quand celle-ci est digne d'être divulguée et communiquée au public. Et pour vous montrer un petit peu l'étendue de ce pouvoir qui est reconnu aux auteurs, notamment en matière de divulgation, je vais brièvement évoquer une affaire qui montre qu'en fait, l'exercice du droit moral qui se renforce au XIXe siècle va jusqu'à entraver la circulation des œuvres, alors que l'objectif initial du droit d'auteur, c'était effectivement de permettre de favoriser cette circulation et cette diffusion. Et c'est l'affaire qui a opposé le fauviste bien connu, le peintre fauviste bien connu, Camoin, à une salle de vente. Que s'est-il passé? Camoin, un jour, rentre chez lui dans son atelier à Paris et de rage, il décroche 60 tableaux qu'il estime totalement indignes de son génie. Il les jette dans une poubelle de son immeuble et un chiffonnier passe par là, récupère les tableaux qui ont été jetés, pour certains même lacérés, et les vend aux puces. Et ces tableaux, pour la plupart restaurés, sont récupérés, passent de main en main, sont acquis, moyennant finance, par des propriétaires. Et puis 10 ans plus tard, ces tableaux qui commencent à avoir une notoriété, parce que certains critiques ont estimé qu'ils avaient beaucoup de valeur, eh bien ces tableaux se retrouvent en vente dans une salle de vente. Et Camoin l'apprend, il est furieux, et il saisit la justice en référé pour mettre ces tableaux sous séquestre et interdire la vente de ces tableaux et ordonner leur destruction. Parce qu'à partir du moment où il estime qu'il ne les avait pas divulgués, qu'il n'avait pas exercé son droit de divulgation, mais ces biens ne pouvaient se trouver dans l'espace public et doivent être détruits. Et le tribunal va lui donner raison et va ordonner effectivement la confiscation et la destruction de ces tableaux qui avaient été, je dirais, licitement acquis par des propriétaires divers dans le cadre de ventes privées ou dans le cadre d'autres ventes publiques, parce que effectivement, la propriété du support n'emporte pas la propriété sur l'œuvre
l'auteur garde la propriété sur l'œuvre qu'il a créée, et à partir du moment où il a estimé que cette œuvre n'était pas digne d'être présentée au public, n'était pas digne d'être divulguée, eh bien, il a le droit d'ordonner, sur base de son droit moral de divulgation, le retrait des œuvres, des exemplaires qui ont été mis sur le marché sans son autorisation. Et donc cette affaire illustre bien jusqu'où peut aller effectivement l'exercice du droit de divulgation, qui est exercé ici plus de 10 ans après la circulation et la mise sur le marché de ces œuvres qui avaient été jetées par l'auteur. Donc les supports en tant que tels avaient été jetés par l'auteur, donc normalement toute personne pouvait s'en accaparer et les utiliser. Si moi je jette une montre dans une poubelle, je ne peux pas empêcher celui qui la récupère de l'utiliser ou de la revendre. Bien, en droit d'auteur, c'est différent parce qu'on distingue le droit sur le support, sur la propriété du support, et le droit sur l'œuvre qui est incarnée dans ce support. Le droit de l'auteur s'exerce sur l'œuvre, donc c'est cette chose immatérielle qui est l'œuvre, et non sur le support. Donc il y a des conflits possibles entre le propriétaire du support et le propriétaire de l'œuvre, à savoir l'auteur, qui a le droit de décider quand et à quelles conditions, en toutes circonstances, il a le droit de décider quand et à quelles conditions son œuvre est apte à être délivrée au public, comme le souligne donc le tribunal qui a statué en sa faveur. Et viennent bien vite les premières épreuves, à savoir premièrement un phénomène qui commence à se développer de manière très inquiétante au XIXe siècle, à savoir le phénomène émergent de la contrefaçon. Nous sommes en 1830 et les auteurs vont devoir reprendre la plume pour se battre, notamment Balzac, qui est l'objet, dans cette période-là, d'une contrefaçon massive de ses écrits qui commencent à être publiés dans des revues, etc. Et des auteurs comme Balzac se rendent compte effectivement que leurs manuscrits sont produits en masse par des contrefacteurs établis à l'étranger, qui produisent à des coûts évidemment qui défient toute concurrence, et notamment par des contrefacteurs belges. La Belgique, c'était un peu la Chine de l'époque. D'ailleurs, Balzac dit dans un de ses écrits que notre bon roi Léopold Ier était surnommé Léopold Contrefaçon Ier, tellement ce phénomène était répandu en Belgique. Ce qui a d'ailleurs amené la France et la Belgique à signer un premier traité de lutte, un traité bilatéral de lutte contre la contrefaçon. Donc voilà, les auteurs commencent à se rendre compte que grâce aux nouvelles techniques d'impression qui commencent à apparaître sur le marché, qui permettent de réduire les coûts de papier, les coûts d'impression, et qui permettent une diffusion beaucoup plus importante qu'auparavant, la contrefaçon commence à devenir un problème, et elle devient un problème non pas sur le marché local, mais elle devient un problème parce qu'elle est le fait d'opérateurs qui sont hors d'atteinte, puisqu'ils sont situés en dehors du territoire. Et c'est à cause de ce phénomène que va émerger progressivement l'idée qu'on ne peut pas lutter efficacement contre la contrefaçon sans imposer des standards de protection minimum dans tous les pays, et donc d'harmoniser et d'uniformiser le plus possible le droit d'auteur afin d'éviter des phénomènes de dumping qui consistent à s'abriter dans le pays le plus laxiste, je dirais, pour produire en masse des contrefaçons qu'on importe après sur les marchés concernés. Et Victor Hugo est l'un de ces auteurs qui lui-même est victime de contrefaçon, et l'un de ces auteurs qui se rend compte que lutter efficacement contre ce phénomène n'est pas possible si on n'impose pas aux pays limitrophes et aux pays où les œuvres sont diffusées une protection minimale et un régime commun de protection pour les œuvres qui sont diffusées dans ce territoire. Et au travers de l'association qu'il a fondée, à savoir l'Association littéraire et artistique internationale, il va être à l'initiative de la première et de la plus importante convention internationale à ce jour qui a été adoptée en matière de droit d'auteur, à savoir la bien connue, je suppose, la Convention de Berne, qui sera adoptée en 1886 et qui sera assez révolutionnaire parce qu'elle va effectivement prévoir une série de principes qui vont tendre déjà vers une certaine uniformisation et harmonisation du droit d'auteur. Un des principes très importants de cette convention, c'est que l'auteur étranger doit être traité de la même manière que l'auteur national dans le pays où l'œuvre est diffusée. Donc on ne peut pas discriminer les auteurs étrangers, ils doivent pouvoir bénéficier
dans le pays d'accueil, donc dans le pays où l'œuvre est diffusée, où la protection est revendiquée, de la même protection que celle qui est accordée par l'État signataire à ces nationaux. Alors, l'autre principe de cette convention, l'autre avancée de cette convention, c'est effectivement l'énumération de toute une série de prérogatives minimales qui sont reconnues à l'auteur, donc les droits exclusifs que sont les droits de reproduction, d'adaptation, etc. Donc il y a un contenu minimum qui est prévu à la protection et à ces droits exclusifs qui sont reconnus à l'auteur. Cette convention va énumérer aussi une liste de ce qu'il faut entendre par œuvre artistique et littéraire, mais ici on voit bien la conception qui a prévalu, la conception française du droit d'auteur, qui est une conception synthétique qui consiste à prévoir un cadre ouvert, non limitatif, pour intégrer par la suite toute une série de créations qui n'existaient pas à l'époque, à l'inverse de la conception beaucoup plus analytique du copyright américain qui ne protège que ce qui est expressément prévu dans la législation. Donc si on veut protéger la photographie par exemple, il faut adopter une loi spécifique pour l'intégrer dans le champ de la protection. Et donc c'est ici la conception synthétique qui était déjà à l'origine de la loi générale de 1793 qui va triompher. On va donc imposer une liste non limitative d'œuvres, un cadre ouvert qui va permettre d'intégrer par la suite les nouvelles formes de création que l'on va passer en revue donc tout à l'heure. La Convention de Berne, l'un des apports importants, c'est aussi de prévoir, d'imposer une durée de protection minimum pour les œuvres, qui va varier en fonction des révisions successives dont cette convention sera l'objet, mais qui sera fixée dans l'une des dernières versions à 50 ans après la mort de l'auteur, minimum. On a vu qu'en Europe, en tout cas, la protection était plus importante que cela, parce qu'elle est passée à 70 ans, mais donc il y a une protection, une durée minimum de protection qui est prévue dans cette convention. Alors l'autre innovation de cette convention, c'est qu'on va reconnaître maintenant au niveau international une série de droits moraux, les droits moraux dont on a parlé tout à l'heure, aux auteurs. Et donc c'est aussi ici une victoire de la conception plus personnaliste, personnaliste, propre au droit français, qui va prend le dessus par rapport au copyright américain qui, à l'époque, ne protégeait le droit moraux que dans une portion vraiment congrue. Et donc ici, il y a pour la première fois donc, l'affirmation que ces droits moraux doivent être protégés au niveau international, notamment le droit de paternité et le droit du respect de l'intégrité de l'œuvre. Et donc voilà, la lutte de Victor Hugo et des autres auteurs qui étaient victimes de la contrefaçon a permis effectivement une prise de conscience qui a elle-même permis d'accoucher de cette convention internationale qui est encore en vigueur aujourd'hui, qui est toujours utilisée, que tous les pays, même les pays de tradition copyright ont signé. Les États-Unis, je pense, ont signé cette convention en 1989, ce qui est d'autant plus remarquable que cette convention prévoit comme autre, est basée sur un autre principe, à savoir que la protection par le droit d'auteur doit s'acquérir dans les pays signataires sans aucune formalité, alors que dans les pays de tradition anglo-saxonne, donc le copyright, la protection est subordonnée à l'enregistrement de l'œuvre, donc à une formalité préalable qui est l'enregistrement de l'œuvre. Voilà, ça c'est le premier défi auquel va être confronté le droit d'auteur naissant. Le deuxième défi qui est le plus important et qui lui va se perpétuer jusqu'à notre époque, c'est l'apparition progressive de nouvelles formes d'art. Et notamment, vous voyez ici la liste, la photographie dans l'ordre, le cinéma, l'art moderne et conceptuel, et enfin, on dirait un petit mot, des programmes d'ordinateur qui questionnent les principes mêmes du droit d'auteur, et notamment l'exigence de mise en forme. On y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. Alors la première nouvelle forme de création, c'est la photographie, qui pose évidemment qui a posé des problèmes très importants aux juristes de droit d'auteur, puisque c'est une invention qui consiste à produire une œuvre selon un procédé technique et donc sans l'intervention humaine. L'image est produite grâce à un processus chimique, mécanique,
qui permet donc de fixer l'image sur la pellicule. Et donc, on s'est demandé si, effectivement, on pouvait revendiquer un droit d'auteur sur ce genre de production, si on pouvait voir dans ce genre de production une œuvre d'art. Et il faut bien savoir qu'avant que la question soit tranchée, tant aux États-Unis, on va évoquer l'affaire, qu'en France, il y a une énorme résistance du milieu culturel pour admettre qu'une photographie, même stylisée, etc., puisse être considérée comme un art. Certains auteurs comme Ingres refusaient catégoriquement que des photographies soient exposées au Grand Palais ou dans d'autres expositions parce qu'ils estimaient que ce n'était pas un art et que la photographie était la servante de la peinture. Et au fur et à mesure, la photographie a quand même réussi à s'imposer, a connu un immense succès, puisqu'encore une fois, c'était une forme d'art qui demandait des investissements peu importants et qui permettait une diffusion qui pouvait être diffusée en masse. Deux affaires vont illustrer donc, la difficulté qui est apparue au niveau des principes du droit d'auteur, et notamment une affaire qui a opposé en France en 1862, donc on est il y a presque 2 siècles, Mayer et Pearson, qui sont des photographes, qui avaient fait une photographie, qui avaient réalisé une photographie célèbre, que je vais vous montrer, qui est ici, du comte de Cavour, qui deviendra le premier président du Conseil d'Italie. Je surveille un peu l'heure, parce que... Voilà. Et la dite photo a connu un certain succès et à un point tel qu'elle a été récupérée par un autre photographe qui est Bette-Béder, qui l'a retouchée. Et non seulement l'a retouchée, a changé un petit peu le décor, etc., fait une sorte de photomontage et l'a commercialisée à grande échelle sur le marché, puisqu'elle a été tirée, si j'ai bonne mémoire, à 85 000 exemplaires. Donc évidemment, les auteurs en question n'ont pas entendu cette oreille et ont engagé un procès devant les juridictions impériales, parce qu'on était dans le Second Empire, à l'époque. Et la question va tout de suite se poser, effectivement, de savoir si ce type de création pouvait être considéré comme de l'art, pouvait être protégé par le droit d'auteur. Et Bette-Béder s'est défendu en disant effectivement que c'était le résultat d'un simple procédé technique, que la protection par le droit d'auteur ne pouvait s'appliquer. Et la Cour impériale va donner une réponse un peu alambiquée, mais qui témoigne du fait que déjà à l'époque, on considérait que ce type de production pouvait constituer une œuvre d'art et pouvait être protégée par le droit d'auteur, puisqu'elle dit que s'il est exact que les procédés mécaniques inventés par Daguerre, qui est donc l'inventeur de la photographie, sont dans le domaine public, il n'en résulte pas que les produits réalisés à partir de ces procédés le sont également. Et dans les plaidoiries, on va souligner qu'en fait, s'il est exact que l'apport de l'auteur est quasiment nul dans le processus de production ou de fixation de l'image, puisque c'est encore une fois la résultante d'un processus technique, il y avait quand même un travail créatif qui était réalisé en amont, à savoir et qui se manifestait dans le choix du point de vue, la combinaison des effets de lumière et d'ombre, la pose du sujet, etc. Donc il y avait un travail créatif de mise en perspective du sujet sur les décors, sur le cadrage, qui fait qu'effectivement, on peut reconnaître une protection, une protection par le droit d'auteur, et reconnaître donc à ce type de création le statut d'œuvre protégé par le droit d'auteur. Et aux États-Unis, où la photographie avait fait l'objet d'une loi spécifique, parce qu'encore une fois, on n'est protégé aux États-Unis que si une loi l'intègre expressément dans le champ de la protection. Et aux États-Unis, on va statuer dans le même sens, suite à un litige qui oppose le photographe Saroni, qui est un photographe, un portraitiste célèbre, qui avait notamment réalisé une photo de Orson Welles, photo que vous voyez ici. Oscar Wilde. Voilà, Oscar Wilde. Et voilà, Orson Welles. Et donc, photo qui avait été, encore une fois, diffusée en masse par un bureau d'imprimerie, Bureau Gilles, lithographique. Et procès donc devant les juridictions américaines pour contrefaçon. Et
la question, donc, effectivement, de la protection par le droit d'auteur de ce genre de création s'est posée. Même type de défense, c'est un procédé purement technique, etc. Et la Cour suprême, qui avait été interrogée sur la légalité, la constitutionnalité, pardon, de la loi qui intégrait ce type de création dans le champ de protection du droit d'auteur, a répondu que la photographie n'était pas qu'un procédé purement mécanique, mais pouvait constituer un art qui renferme l'œuvre d'un auteur lorsque celui-ci a effectué un travail et des choix personnels qui ont conféré à son cliché un caractère personnel et singulier. Et donc ça illustre très très bien quelles sont les conditions pour pouvoir accéder au statut d'œuvre protégée par le droit d'auteur, pour pouvoir bénéficier de la protection, à savoir qu'il faut que l'auteur de la création ait pu effectuer des choix personnels qui ont eu un impact sur la forme qui est visible par le public. C'est une jurisprudence très moderne qu'on applique encore maintenant dans des cas qui concernent les œuvres beaucoup plus fonctionnelles, comme les programmes d'ordinateur, mais c'est remarquable qu'à l'époque déjà, on ait pu synthétiser en fait les conditions de protection et notamment la condition d'originalité de cette manière. Alors justement, à l'opposé de ce travail créatif, on a, pour voir un petit peu ce qui ne sera jamais protégé, on a notamment les photographies qui ne témoignent d'aucune recherche, d'aucun travail préalable de cadrage, de mise en perspective, et notamment les photos qu'on voit dans la presse People ici. C'est une affaire qui a aussi atterri devant la justice. Je ne sais pas qui a osé revendiquer une protection par le droit d'auteur sur cette photo, mais bon, vous voyez ici qu'il s'agit du sympathique couple William et Kate qui est en vacances au sport d'hiver et qui est surpris par un paparazzi lors d'une remontée mécanique. Il faut savoir que le paparazzi, c'est un détail important qui a joué dans l'affaire, était planqué depuis 3 jours, je pense, derrière un tas de neige et attendait, sur base d'informations qu'il avait reçues, patiemment que ce couple vedette vienne enfin se présenter pour pouvoir les prendre en photo. Et donc cette photo s'est retrouvée dans la presse People et puis d'autres magazines concurrents l'ont reprise et donc il y a eu un procès entre l'agence qui édite, l'agence Elliott Press qui avait donc acquis les droits sur la photo et Prisma Press qui édite ces splendides magazines que sont Voici, Gala, etc., qui avait donc repris la même photo mais sans la moindre autorisation. Et la Cour d'appel de Paris, infirmant un jugement de première instance, a considéré que ces photos étaient absolument banales et n'étaient pas protégées par le droit d'auteur, parce que, et ça je cite la Cour, elles ne laissaient transparaître ni la sensibilité, ni la compétence du photographe, qui n'avait fait aucun travail personnel de mise en scène ou de cadrage qui aurait pu justifier une protection. Et donc c'est quand même heureux de voir qu'il faut quand même un minimum encore pour pouvoir bénéficier de la protection par le droit d'auteur qui, encore une fois, ne protège que les créations originales. L'original, ça ne veut pas dire qu'il faut être excentrique, ça veut simplement dire qu'il faut pouvoir prouver, avoir fait un travail personnel, avoir effectué des choix personnels qui ont influencé la forme perceptible de l'œuvre telle qu'elle est communiquée au public. Et donc ces 3 affaires résument bien donc, la frontière entre un banal cliché qui ne sera jamais protégé et un portrait ou une photo qui témoigne non pas d'un savoir-faire de photographe, mais d'une certaine recherche, soit esthétique, soit de mise en perspective du sujet, etc. Autre invention majeure qui va apparaître cette fois-ci à la fin du XIXe siècle, c'est le cinéma. Alors le cinéma ne va pas poser de gros problèmes de principe, à la différence de la photographie, au niveau du droit d'auteur, puisque on peut considérer que, à un certain moment, dans le montage d'une multitude d'images animées, il y a à un certain moment un travail, une sélection qui a dû être faite, soit au niveau du montage, soit au niveau de la sélection des images, donc que globalement, ce type d'œuvre résulte de choix personnels et d'un travail créatif qui a influencé la forme finale de l'œuvre. Non, le problème qui s'est posé, c'est surtout un problème, encore une fois, culturel, à savoir que, au départ, la profession, donc les artistes, ont refusé catégoriquement de voir dans cette nouvelle forme d'art autre chose que l'adaptation d'un scénario, d'une œuvre littéraire,
ils ont refusé de voir le film comme une œuvre à part entière, une œuvre audiovisuelle à part entière. Et il a fallu attendre, si j'ai bien lu la documentation que j'avais rassemblée, la Seconde Guerre mondiale pour qu'on puisse effectivement, qu'on puisse admettre que le film constitue une œuvre audiovisuelle à part entière, distincte du scénario sur lequel, ou du livre ou du roman sur lequel il s'est basé, et que le réalisateur était autre chose que ce qu'on l'appelait, à savoir un simple mécanicien ou saltimbanque qui tournait une manivelle. C'est une expression qui était reprise à l'époque par la profession pour qualifier le travail du réalisateur. Et donc il a fallu la fin de la Seconde Guerre mondiale pour reconnaître pour la première fois aux réalisateurs de ce type d'œuvre un statut d'auteur à part entière et plus d'un simple adaptateur d'un scénario ou d'une œuvre littéraire. Pour la petite histoire, il faut savoir que dans nos législations modernes, contemporaines, le problème c'est que je ne sais pas l'éteindre. Le réalisateur du film est considéré comme le co-auteur principal, comme l'auteur le plus important, le co-auteur le plus important dans la production du film. Alors, pas beaucoup de questionnements au niveau juridique sur le respect des conditions d'originalité de mise en forme, puisque, encore une fois, globalement, cette œuvre, à partir du moment où on admet qu'elle peut bénéficier d'un statut d'œuvre à part entière, ne pose pas de problème de principe au niveau du droit d'auteur. Ça a posé des problèmes évidemment de gestion, parce que les œuvres cinématographiques impliquent une multitude d'auteurs, de co-auteurs ou d'intervenants, et donc il a fallu concevoir un système qui permet de la gestion de l'ensemble des droits nécessaires pour la production et la diffusion du film. Et donc on s'oriente de plus en plus, vers un système qui concentre en fait la gestion des droits dans le chef du producteur. Dans nos législations en France et en Belgique, on prévoit donc encore jusque maintenant une présomption de cession des droits d'auteur, donc des différents créatifs du film, dans le chef du producteur, afin de faciliter la gestion du film et éviter que la diffusion de celui-ci soit entravée par des revendications de toute une série de personnes qui n'auraient pas cédé leurs droits ou qui pourraient bloquer pour un prétexte ou un autre la diffusion du film. Après le cinéma, on va passer rapidement en revue une forme de création qui a posé beaucoup de problèmes et qui continue à en poser actuellement, en ce sens que, en tous les cas, en ce qui concerne l'art conceptuel, on est en présence maintenant de formes d'expression qui sont totalement en dehors du champ du droit d'auteur et qui ne sont plus susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur. Alors, on va évoquer brièvement quelques affaires qui ont monté effectivement les interrogations de la jurisprudence des tribunaux face, au début du XXe, face à l'émergence de nouvelles formes d'expression que constitue l'art moderne, premièrement, et l'art conceptuel ensuite. Le mérite de l'invention de la photographie et du cinéma, c'est qu'elle a permis effectivement à une série d'auteurs de se libérer de l'obligation de figurer de manière fidèle le réel et de développer de nouvelles formes d'art, et notamment l'art moderne. Et pour illustrer l'interrogation qu'a suscité cette nouvelle forme de représentation non figurative du réel, il faut illustrer l'histoire un peu cocasse de Brancusi, qui est un artiste plasticien bien connu, contemporain de Duchamp et ami de Duchamp d'ailleurs, qui est l'auteur de cette splendide statue qui s'appelle donc Oiseau dans l'espace, et Oiseau dans l'espace est importé aux États-Unis en 1928 dans le cadre d'une exposition qui est organisée à New York et qui est consacrée notamment au travail de cet artiste avec d'autres. Cette exposition est une des premières expositions d'art moderne, si j'ai bien lu la documentation que j'avais rassemblée. Et cette œuvre est bloquée à la douane américaine. Pourquoi elle est bloquée à la douane américaine ? Parce que la législation prévoit effectivement une franchise de taxes pour l'importation d'œuvres d'art, mais
pas pour les objets de consommation courante. Et les douaniers zélés qui voient arriver cette espèce d'hélice à la douane disent « Ah non, ça c'est pas une œuvre d'art, c'est un objet de ferblanterie, donc de consommation courante, qui ressemble à une hélice. » Et donc la marchandise est bloquée, si vous voulez, puisque l'organisateur de l'exposition refuse de payer les 40% qui sont dus pour l'importation de ce type d'objet. Et donc un procès se noue devant la cour des douanes de New York, où l'État de New York, l'État américain, va défendre l'idée que cette sculpture n'est pas une œuvre. Et n'est pas une œuvre pourquoi ? Parce que cette forme ne ressemble pas à un oiseau. C'était l'argument. Donc c'était vraiment le procès de l'art moderne, c'était de dire, écoutez, ce n'est pas de l'art parce que ça n'évoque absolument pas un oiseau. Et non, c'est très sérieux. Et donc va arriver à la barre toute une série d'amis de Brancusi qui vont essayer de tenter d'expliquer aux juges américains qu'on n'est plus au Moyen-Âge, qu'on n'est plus obligé de reproduire fidèlement le réel et que c'est développer une nouvelle forme d'art, qu'une œuvre d'art n'est définie que par l'assemblage de lignes, de formes qu'elle constitue. Et le juge va être sensible à ces arguments, heureusement, et va considérer effectivement qu'il n'y avait aucune disposition légale qui obligeait un artiste à reproduire fidèlement le réel, qui pouvait exprimer sa personnalité de manière totalement différente, et qu'en l'espèce, cette magnifique sculpture évoquait, en reprenant cette fois-ci les propos de l'artiste, évoquait l'élan majestueux et rapide d'un oiseau. Et donc que cet objet avait une fonction esthétique et non une fonction utilitaire qui justifiait donc une franchise de taxes. Et donc Brancusi a pu heureusement exposer son hélice d'avion dans ce musée, dans cette exposition consacrée donc à l'art moderne. Une deuxième affaire qui illustre un petit peu la tension entre la forme et l'idée qui est sous-jacente, c'est cette affaire qui a opposé Christo. Christo a eu 2 litiges à propos de ses œuvres. Et on va brièvement passer en revue ces litiges parce qu'ils sont très importants. Ils permettent de voir la frontière entre ce qui est protégé et ce qui ne l'est pas au niveau de la deuxième condition de protection des droits d'auteur, qui est la condition de mise en forme. Vous savez que le droit d'auteur ne protège que les formes d'expression originale, à l'exclusion des idées, des concepts, des méthodes qui, elles, doivent rester de libre parcours, puisque justement, un des apports de la législation du droit d'auteur, c'est favoriser la circulation des biens culturels, et donc des livres, et donc des idées. Et donc, on ne va évidemment pas reconnaître un monopole à l'auteur sur les idées sous-jacentes à son œuvre qui doivent rester de libre parcours. Et justement, la condition de mise en forme a été testée à l'occasion de cette affaire et a permis de tracer, je crois de manière assez nette, la frontière entre ce qui relève de la simple idée et de ce qui relève de la mise en forme de l'idée qui, elle, évidemment, est protégeable. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Christo, mais Christo, c'est donc un artiste d'art, cette fois-ci conceptuel, en ce sens que l'accent est plus mis sur la démarche artistique qui est à l'origine de l'œuvre que sur la forme elle-même. C'est la démarche qui est importante, il y a tout un explicatif généralement qui est donné, c'est là où se pose le problème de mise en forme. Il y a tout un explicatif qui est donné par l'artiste sur ce qu'il a voulu montrer ou voulu susciter comme émotion au travers de son œuvre. Et Christo, donc, est un des premiers, encore à la frontière, c'est encore de l'art formel, mais on peut le ranger dans les artistes conceptuels. Et il a comme démarche principale, la démarche qu'il a fait connaître de par le monde, c'est l'idée, la démarche qui consiste à emballer des bâtiments célèbres, des bâtiments publics, des espaces publics, de les empaqueter sous du drap, et du drap blanc généralement. Ici c'est un drap d'une couleur un peu plus ocre, et donc il a notamment recouvert le Reichstag d'un drap blanc, ceinturé par des câbles, etc. Donc c'est sa démarche, c'est emballer, empaqueter les bâtiments publics pour faire ressortir les formes de ce bâtiment.
Et c'est ce qu'il a voulu faire avec un certain succès d'ailleurs esthétique avec le Pont Neuf. Ça a pris 10 ans parce qu'il a fallu négocier avec la ville de Paris. Il y a eu des mesures de sécurité incroyables qui ont dû être prises. Donc il y avait le projet d'empacter le Pont Neuf. Et il a finalement reçu l'autorisation, ce qui a nécessité, pour vous donner des chiffres, 40 000 m² de toile tendue par 13 km de corde et soutenue par 12 tonnes de chaînes d'acier. Parce qu'il a fallu évidemment que la structure soit arrimée au pilier du pont pour éviter que les tentures soient emportées par les bateaux. Enfin bon, c'était tout un bazar. Ce qui est d'autant plus remarquable que cette œuvre, si j'ai bien compris, n'était exposée qu'une quinzaine de jours. Donc après 15 jours, on a pu tout remballer. Et donc, après 10 ans d'efforts, on empacte le Pont Neuf, on tend les fameuses bâches, et le lendemain de l'inauguration, il y a un hélicoptère d'une chaîne de télévision anglaise qui vient filmer le pont, ainsi emballé dans l'optique de faire un reportage, de diffuser, excusez-moi, un reportage donc sur cette œuvre d'art. Et Christo voit rouge et saisit le juge des référés de Paris pour faire interdire la reproduction de ce qu'il estime être une œuvre et donc la diffusion des images représentant son œuvre. Et que va faire l'agence en question? Elle va se défendre en disant, écoutez, non, ici, ce que essaye de faire Christo, c'est de protéger non pas une œuvre, non pas une forme nouvelle, il n'y a pas de forme nouvelle, le Pont Neuf existait déjà, mais il essaie de faire protéger l'idée qui consiste à empacter des bâtiments publics avec du drap blanc. Et le juge des référés va dire non, pas du tout, parce qu'effectivement, si à la base, il y a une démarche conceptuelle qui est la même dans toute l'œuvre de Christo, ici, l'idée a reçu un début de concrétisation, a reçu une concrétisation et a été appliquée à une forme particulière, à savoir le Pont Neuf. Et cette application a permis de faire germer une œuvre nouvelle et de faire ressortir les lignes particulièrement pures, reprend le jugement, de ce pont, qui sont bien mises en valeur par le travail d'emballage qui a été fait par Christo. Et donc, effectivement, le juge reconnaît, dit non, ce n'est pas une simple idée, il y a eu une application de cette idée à un édifice particulier qui a donc permis de créer une œuvre. Quelques années plus tard, Christo, toujours à Paris, se rend compte, donc il vient de gagner sa première affaire, content, il se rend compte qu'une municipalité, je crois que c'est la ville de Paris, a comme idée d'emballer les arbres des Champs-Élysées. Je crois que pour les fêtes de Noël, mais je crois que j'ai déjà vu ça aussi. Pendant les fêtes de Noël, bon, voilà, la ville de Paris décide d'emballer les arbres qui bordent les Champs-Élysées à la façon de Christo. Et là, il voit rouge à nouveau, il se dit « Ah, je viens d'obtenir du juge de Paris une bonne décision, je vais faire interdire, pour les mêmes motifs, cette réutilisation non autorisée de mon œuvre. » Et là, il va se faire complètement débouter, à juste titre, parce que le juge va accueillir cette fois-ci la défense de la ville de Paris, qui disait « Mais non, attention, Christo peut revendiquer effectivement un droit exclusif, un droit d'auteur sur les œuvres qu'il a lui-même créées, sur les concrétisations qu'il a lui-même données à son idée, mais il ne peut pas empêcher des tiers ou d'autres exploitants de reprendre cette même idée pour créer d'autres œuvres. » Et le juge va lui donner raison en disant que en fait, ce que revendiquait Christo dans le cadre de cette affaire, c'était en fait un monopole sur le genre, sur le genre qu'il avait créé, à savoir le style qu'il avait créé, à savoir l'idée d'empacter des bâtiments publics, des arbres, des paysages, j'en sais rien, avec du drap blanc. Et donc, effectivement, le juge, à juste titre, a mis un frein et a tracé nettement la frontière en disant que s'il pouvait revendiquer des droits d'auteur sur les concrétisations qu'il avait faites de son concept, il ne pouvait pas revendiquer de droits sur le concept en tant que tel et ne pouvait donc pas empêcher la réutilisation de cette idée par d'autres personnes. Et on verra que tout ce débat sur la mise en forme et sur
la frontière entre l'idée qui doit rester de libre parcours et la forme qui, elle, est protégeable et qui peut donner lieu à un monopole de l'auteur, va se reposer à propos d'œuvres, entre guillemets, terriblement fonctionnelles, puisqu'on va parler maintenant... Ah, oula, j'ai... Ah oui, je vais peut-être parler un petit peu, effectivement, encore, puisqu'on a un peu le temps, de cette merveilleuse création que vous voyez ici, et qui illustre ici, en fait, à mon avis, la frontière à ne pas franchir. Parce que donc, pour l'art formel, c'était un petit peu anecdotique, parce qu'il n'y avait aucune contestation possible sur le fait que ce type d'art non figuratif était protégé par le droit d'auteur. Pour les formes d'art conceptuelles qui se situaient à la limite, comme les démarches artistiques de Christo, on a vu que ça rentrait encore dans les limites. Mais ici, on est clairement, à mon avis, et cet avis n'est sans doute pas partagé par tout le monde, on est clairement en dehors des limites de protection par le droit d'auteur. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit, je ne sais pas si vous connaissez Duchamp, et Marcel Duchamp, qui est un artiste conceptuel bien connu, très coquin, très provocateur, et qui a organisé en 1917 une exposition avec d'autres assez avant-gardistes qui se targuaient de ne faire aucune sélection préalable et de permettre à tout le monde d'exposer ce qu'il voulait. Et donc il a voulu tester auprès de ses co-organisateurs pour voir si cette idée effectivement était respectée, si ce principe était respecté. Il a eu l'idée d'exposer un urinoir. Il n'y a pas d'adaptation, de modification, c'est un urinoir qui est posé à l'envers sur une table et qu'il a signé de manière facétieuse sous le pseudonyme de Hermut, Roger Mut, je pense. Ça fait un petit peu penser à Sarkozy qui se faisait appeler Paul Wismut pour échapper aux écoutes téléphoniques. C'était un peu la même idée. Et donc, il va exposer cet urinoir. Il va être le premier, je pense, à reconnaître que ce n'était pas une œuvre d'art. Mais ici, on est vraiment, c'est pourquoi je vous parle de cette affaire, c'est vraiment pour illustrer que le statut de l'œuvre d'art ne découle plus de la forme qui s'impose et que l'on peut percevoir, mais d'un décret de l'artiste qui dit « je transforme une chaussette ou un urinoir en œuvre d'art ». Et pour moi, là, on est clairement en dehors du champ de protection de droit d'auteur, parce que l'originalité, elle doit découler de la forme qui est perceptible, qui est communiquée au public, et pas d'éléments extérieurs comme des explications de l'auteur sur la démarche artistique qu'il a voulu donc développer. Ici, on ne peut percevoir qu'il s'agit d'une œuvre d'art que si on vient vous expliquer ce que je viens de vous expliquer, à savoir qu'il y avait tout un historique, toute une démarche provocatrice qui était à la base de cette œuvre, entre guillemets. Et d'ailleurs, la Cour d'appel de Paris va être de même avis, enfin, je pense que c'est comme ça qu'on peut interpréter la décision qu'elle a rendue, parce qu'il faut savoir que cette magnifique œuvre a été, avec une notoriété incroyable, et une réplique de cette œuvre a été exposée dans un musée, où s'est rendu un énergumène qui s'appelle Pinoncelli, qui est aussi un artiste bien connu, un peu anarchiste, et qui a décidé, lui, dans le cadre de sa démarche artistique, de rendre à l'urinoir sa fonction première. Et donc, il est venu, en fait, dans le musée pour, d'une part, uriner dans l'urinoir, et puis fracasser le même urinoir à coups de marteau. Et donc, évidemment, il est poursuivi, au pénal cette fois-ci, pour dégradation de biens publics et d'œuvres d'art, et c'est là où est tout le problème. Et je pense qu'il va se faire condamner. Mais vient la question, effectivement, centrale de l'indemnisation, parce que, évidemment, notre ami se défendait en disant qu'il n'avait pas voulu porter atteinte à une œuvre d'art, mais qu'il avait lui-même une démarche artistique qui consistait, comme je viens de le dire, à rendre sa fonction originaire à cet objet. Et la Cour va répondre, le tribunal va répondre, si le fait d'uriner dans un urinoir, fut-il exposé dans un musée en tant qu'œuvre d'art, ne relève pas de la responsabilité pour faute. Par contre, la démolition à coups de marteau de cet urinoir engage la responsabilité de l'auteur de la dégradation. Mais à la limite, on s'en fiche, parce que s'il s'agit juste de réparer les dégâts à un véritable urinoir, ça ne va pas coûter très cher. Si par contre on estime que c'est une œuvre d'art, ça risque de coûter beaucoup plus cher. Et c'est ce qui est arrivé en première instance, puisque, d'après ce que j'ai pu voir ici,
Pinoncelli a dû payer à l'assureur, parce qu'en plus c'était assuré, a dû payer à l'assureur de cette magnifique fontaine plus ou moins 17 000 € de dommages et intérêts. Par contre, en appel, donc, on a estimé que c'était une œuvre d'art et que, voilà, que la valeur de cet objet était supérieure à sa fonction purement utilitaire. Mais j'ai lu quelque part en appel que la Cour avait réduit le montant des dommages et intérêts à 1 €, principalement au motif qu'effectivement, ce type d'objet n'était pas une œuvre d'art et sortait de la protection par le droit d'auteur. Donc il y a matière à discuter. La question est-ce que le simple fait que l'œuvre a acquis une notoriété en fonction de son contexte, en fonction de la démarche à la base de sa création, est-ce que ça suffit à conférer à cette œuvre le statut d'œuvre d'art protégée par le droit d'auteur? Est-ce qu'on est en présence d'une forme protégeable? Et je pense que là, on est clairement en dehors des limites. Là où il n'y a aucune contestation possible et là où tout le monde sera d'accord avec moi, c'est la démarche d'un autre auteur conceptuel qui est Yves Klein, qui en 1958 a eu l'idée brillante d'organiser une exposition intitulée Le Vide. Et donc les visiteurs, le concept c'était que les visiteurs entraient dans cette salle, dans un musée vide, aucune œuvre n'étant accrochée au cimaises ni exposée dans les salles. Oui, il va de soi que ce type de démarche, ce type de concept d'exposition n'est absolument pas protégeable par le droit d'auteur, ça donne lieu à aucune forme qui est protégeable et perceptible par le public, et donc c'est une démarche purement conceptuelle qui échappe totalement au droit d'auteur, avec la conséquence que tout le monde peut organiser le même type d'exposition et dire « venez chez moi, je vais exposer du vide ». Donc ça ne posera absolument aucun problème. Voilà. Donc, revenons maintenant à un cas beaucoup plus délicat où là on questionne le modèle même du droit d'auteur qui à l'origine quand même visait à protéger les beaux-arts, les œuvres d'art artistique et pas des œuvres fonctionnelles et utilitaires comme des programmes d'ordinateur. Alors, il faut savoir qu'effectivement, progressivement, que ce soit dans la jurisprudence ou dans la loi, on a étendu le champ de protection qui à l'origine était limité aux beaux-arts, la sculpture, la musique, la littérature, etc., pour y intégrer les œuvres d'art appliquées. D'ailleurs en France, en 1902, on a voté une loi dite de l'unicité de l'art, qui dit qu'on doit traiter de la même manière une œuvre artistique et une œuvre d'art appliquée, donc une œuvre d'art qui a une fonction particulière, mais dont le design peut être protégé. Par exemple, un abribus, on a reconnu la protection à des abribus qui étaient stylisés de manière particulière et dont le design était donc original. Et donc, au fur et à mesure, on a étendu la protection et intégré dans le champ d'application de la loi sur le droit d'auteur des œuvres purement informatives ou fonctionnelles, comme des articles de presse. On a été jusqu'à protéger des modes d'emploi, on a protégé des photos de produits d'entreprise, des photos publicitaires, des slogans publicitaires. Donc on protège un peu tout et n'importe quoi, et notamment les programmes d'ordinateur qui sont les œuvres fonctionnelles par excellence, puisqu'il s'agit concrètement d'une série d'instructions données à une machine en vue de remplir une fonction particulière. Donc il n'y a pas plus fonctionnel qu'un programme d'ordinateur. Et il faut savoir évidemment que les enjeux liés à la création d'un programme d'ordinateur sont gigantesques. Il y a un lobby qui s'est organisé, qui a milité pour une protection harmonisée au niveau européen puis mondial de ce type de création, pour éviter encore une fois le phénomène de dumping dont je vous ai parlé, à savoir que s'il n'y a pas de standard commun de protection, les producteurs vont évidemment s'abriter dans les pays les plus laxistes pour mettre sur le marché des contrefaçons. Et donc, c'est l'une des premières directives qu'on a connues en matière de droit d'auteur en Europe. C'est une directive de 1991 qui impose aux États membres d'assurer une protection juridique des programmes d'ordinateur. Alors, dans la plupart des États membres, cette protection elle est passée par le droit d'auteur, notamment notre loi de 1994, assimile les programmes d'ordinateur à des œuvres littéraires, le côté littéraire résultant donc du code informatique qui permet donc d'exécuter les instructions données à la machine. Et
avant même l'adoption de cette loi 94, certains tribunaux reconnaissaient une protection à ce type de création en disant qu'elles étaient susceptibles effectivement d'être protégées comme œuvres littéraires par le droit d'auteur. Ce qui pose deux problèmes en ce qui concerne les conditions de protection et qui va nous permettre de nous interroger sur la pertinence de la protection effectivement de ce type de production par le droit d'auteur qui n'est à mon avis pas totalement adapté à ce genre de production. Le problème, c'est que au niveau de l'originalité, il est très difficile, vous en conviendrez, de voir la trace d'une personnalité à la lecture d'un code informatique. Et c'est l'une des conditions. On sait que pour être protégé, le statut est identique aux autres œuvres protégées par l'auteur. Il faut effectivement, le programme n'est protégé que s'il est original, ce qui signifie qu'il doit revêtir la marque de la personnalité de son auteur. Or, en lisant un code informatique, on peut difficilement voir la trace d'une personnalité. Ce n'est qu'en décompilant le programme, en regardant quelle est la structure que vient traduire le code, qu'on peut voir si nous sommes en face d'une construction, d'une compilation, d'une combinaison originale d'éléments qui permet de considérer que nous sommes en face d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. Donc, pourquoi? Premier problème pratique, c'est que quand il y a un problème de contrefaçon et de protection qui se pose, concrètement, le juge n'a pas le choix. S'il y a une contestation sur le caractère original par le contrefacteur, il doit désigner un expert qui va décompiler le programme et aller voir la structure sous-jacente du programme pour voir si effectivement on peut voir dans l'agencement que le code traduit un effort personnel et une structure originale. Ce qui sera le cas évidemment de la plupart des programmes, surtout les lourds programmes, les jeux vidéo, les programmes extrêmement développés, mais ce sera plus difficile à voir dans des petits programmes courts qui ont une fonction bien définie, une tâche bien définie et qui se résument à quelques lignes de code. Premier problème donc au niveau de l'originalité. Le deuxième problème, c'est au niveau de la mise en forme, parce que ce qui fait la valeur ajoutée d'un programme informatique, c'est pas vraiment le look and feel, etc. Ce sont les idées qui sont à la base du programme. C'est la fonction que ce programme permet de manière la plus efficace possible de remplir. Or ici, on est clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en dehors du champ de protection par l'auteur, puisqu'on essaye effectivement de protéger non pas une création de forme, mais une idée, un concept, une méthode la plus originale ou la plus efficace possible. Et une affaire bien connue que je répète souvent à mes étudiants illustre cette difficulté de faire protéger les programmes vraiment innovants par le droit d'auteur. C'est le litige bien connu et assez meurtrier entre Apple et Microsoft lors de la sortie par Apple de son interface graphique révolutionnaire qui permet pour la première fois en 1984 d'accéder à un programme, d'ouvrir un programme, Word, Excel, etc. Non plus en tapant le nom du programme dans DOS, mais en cliquant sur une icône. Donc il y a une interface qui va permettre l'ouverture du programme et la gestion du programme en cliquant sur une icône. C'est révolutionnaire, on ne l'avait jamais fait, et évidemment, comme c'est révolutionnaire, on va vite copier, et Microsoft va rapidement, les mythes toujours, va rapidement sortir une suite complète qui est basée sur la même interface, basée sur la même métaphore du bureau, donc qui consiste à permettre d'ouvrir toutes les applications possibles via des icônes qui symbolisent, s'il s'agit de supprimer des éléments, on va mettre une poubelle. Donc quand vous cliquez sur la poubelle, ça symbolise donc le répertoire des éléments supprimés, etc. Et Apple ne va pas l'entendre de cette oreille et va introduire des procédures tout azimut, et notamment une procédure devant les juridictions de Californie, procès qui va durer une dizaine d'années puisqu'il sera tranché définitivement en faveur de Microsoft en 1994. Et donc ici, c'était évidemment encore le même problème. Microsoft s'est défendu en disant, écoutez, non, ce que vous revendiquez comme protection, ce n'est pas la protection d'une forme, mais vous revendiquez la protection de l'idée, certes géniale, mais une idée quand même, qui consiste à permettre l'ouverture d'un programme via une icône. Et effectivement, après avoir donné de multiples expertises, etc.,
Les juges d'appel vont confirmer que la demande d'Apple n'était pas fondée et qu'elle ne pouvait pas revendiquer un monopole sur le procédé qu'elle avait inventé, qui consistait à permettre donc l'ouverture de ces programmes via une icône, parce qu'il s'agissait d'une simple idée qui pouvait être recyclée et adaptée, développée par des concurrents et notamment par Microsoft. Seuls les éléments formels sont protégés et donc ça se résumait malheureusement pour Apple dans ce litige au design de la poubelle qui avait été malheureusement copié, je pense, par Microsoft, qui n'a même pas eu l'intelligence de changer le design. Et donc, effectivement, seuls quelques éléments totalement accessoires qui ont trait à l'apparence, à la combinaison des couleurs, au contraste, au design des différentes icônes, seuls ces éléments formels peuvent être protégés par le droit d'auteur. Il va sans dire que cette décision a un peu traumatisé les producteurs de logiciels, surtout aux États-Unis, qui essayent de se tourner vers un autre mode de protection qui est le brevet, pour protéger ce qui fait le cœur du programme, donc les algorithmes et les formules qui permettent d'exécuter les fonctions du programme. Et ce qui pose deux problèmes, à savoir le coût inhérent à ce type de protection, parce qu'un brevet, ça coûte énormément cher. Surtout si on veut l'étendre au monde entier, il faut avoir des budgets quand même assez conséquents. Et autre problème, sur lequel je ne vais pas m'attarder, parce que ça fait l'objet de beaucoup de développement en Europe notamment, c'est que le brevet prévoit aussi une exclusion de la protection des idées, des simples idées, méthodes, concepts, et prévoit dans certaines législations expressément que la protection ne s'étend pas au programme d'informatique. La protection n'est envisageable par le brevet que si les éléments logiciels sont intégrés dans un processus qui génère des effets techniques. Par exemple, si vous avez un logiciel qui permet de commander l'ouverture d'une porte en analysant votre rétine, parce qu'on reconnaît la personne, on identifie la personne. Donc il y a un logiciel qui analyse ces données et qui permet donc de commander ou pas l'ouverture de porte. Je crois que c'est un exemple d'ailleurs qui s'est posé en matière de brevet. Donc dans ce cas-là, effectivement, on peut considérer que le logiciel est devenu un accessoire d'une invention à caractère technique, mais sinon, il est très difficile de protéger le logiciel par ce biais. Et il est très difficile de le protéger aussi efficacement, sauf pour les applications les plus ludiques comme les jeux vidéo, par le biais du droit d'auteur qui n'est pas toujours adapté effectivement à ce type de création. Alors, on a vu qu'étaient apparues de nouvelles formes de création, de nouvelles œuvres, mais aussi le droit d'auteur a été confronté au cours de ces siècles à des nouveaux procédés de copie et des nouvelles techniques de diffusion. Alors très brièvement, la première révolution technologique que nous avons connue, c'est la radiophonie, donc c'est la radiodiffusion qui permet, au niveau conceptuel, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire, parce que pour la première fois, on peut accéder à une représentation à distance sans être obligé de se déplacer et de venir sur place, sur le lieu de la représentation. Et donc, on peut communiquer une œuvre à distance, on peut la communiquer dans le monde entier via des installations de radio. On invente une nouvelle forme de communication au public qui était limitée jusque-là à l'exécution vivante et sur place de la pièce, du spectacle, devant un public déterminé. Ici, on démultiplie les publics potentiels puisqu'on permet une diffusion tout azimut de cette représentation dans le monde entier. Alors, bien, le droit d'auteur a plus ou moins bien intégré cette révolution, qui posait évidemment des problèmes de gestion énormes, parce qu'évidemment, les œuvres musicales, parce que c'était la première application de la radiodiffusion, les œuvres musicales pouvaient désormais être diffusées dans le monde entier, donc des problèmes de contrôle de cette utilisation, comment contrôler les multiples diffusions dans le monde entier, comment faire face à tout cela. Alors on a recyclé l'idée de Beaumarchais qui dit que pour gérer ces multiples diffusions, il fallait être organisé en société de gestion, et donc on a créé des sociétés de gestion collectives où les auteurs étaient donc rassemblés et disposaient de moyens de contrôle et de perception efficaces. Et notamment, je pense que la SABAM a été fondée plus ou moins à cette époque, en 1934 ou 1935, donc au moment où cette technologie s'est développée à l'instar des autres sociétés spécialisées dans la défense du répertoire musical. Et donc ces sociétés ont très bien réagi et ont conclu entre elles
des accords de réciprocité qui permettent en fait de contrôler les diffusions qui se passent en dehors du territoire national et qui permettent donc aux sociétés sœurs de représenter les auteurs étrangers dans le pays de la diffusion, de percevoir les droits qui leur sont dus et de les redistribuer aux sociétés donc, auxquelles ces auteurs sont affiliés, moyennant évidemment réciprocité. Je pense avoir lu quelque part que encore maintenant, la SABAM reverse plus ou moins 80% des droits d'auteur qu'elle perçoit à charge des radios, des organismes de radiodiffusion, à des sociétés étrangères, et notamment aux sociétés françaises et américaines, puisque la majorité de ce que vous entendez sur les radios, c'est la musique américaine ou française. Et donc, voilà, bonne réaction effectivement du milieu. Il n'a pas fallu beaucoup d'adaptation du droit réglementaire pour faire face à cette nouvelle technologie. Bonne adaptation du milieu qui s'est organisé, qui a développé la gestion collective et les accords de réciprocité. Alors, là où les choses se corsent singulièrement et ont mis déjà partiellement à mal le modèle de droit exclusif sur lequel est fondé le droit d'auteur, c'est l'apparition des appareils privés de copie, qui était à l'époque, bon, ça a disparu évidemment des usages, mais à l'époque c'était révolutionnaire, c'est les radiocassettes et vidéocassettes. Alors jusqu'ici, la reproduction, ce qu'on appelle la reproduction mécanique, donc la faculté d'enregistrer une prestation ou une représentation sur un support physique, était le monopole d'opérateurs qui étaient aisément identifiés et qui pouvaient être poursuivis sans difficulté, puisqu'ils avaient pignon sur rue, ils étaient dans l'espace public, et on pouvait donc effectivement facilement les poursuivre en cas de contrefaçon. Ici, le problème est plus délicat, parce qu'évidemment, lorsque ces appareils ont été vulgarisés et ont permis effectivement la copie privée, donc ont permis aux utilisateurs d'effectuer des copies, des reproductions privées d'œuvres dans la discrétion de leur domicile, le problème du contrôle des œuvres s'est posé avec beaucoup plus d'acuité, puisqu'il était évidemment impossible de contrôler ces actes de reproduction qui normalement rentrent sous le monopole de l'auteur, qui relèvent du monopole de l'auteur. Il est évidemment très difficile d'aller toquer à toutes les chaumières pour voir si le droit d'auteur est respecté. Et donc, le législateur, dans un esprit de réalisme, s'est dit qu'il n'était pas possible de contrôler il n'était pas possible de contrôler efficacement ce genre d'exploitation, et donc a sorti ces actes de reproduction privés de la sphère des droits exclusifs, et en compensation a prévu un régime d'indemnisation forfaitaire qu'on appelle les droits de rémunération. Donc les droits de rémunération, ça consiste à prélever sur ces appareils de copie privée, donc vidéocassettes, DVD, sur les photocopies, parce qu'il y a un système similaire pour les photocopies, etc. À ces appareils qui permettent la copie privée, on va prélever une taxe qui va être versée dans un pot commun et qui va être redistribuée à la collectivité des auteurs, non seulement des auteurs, mais des éditeurs dans le cas des photocopies, ou des producteurs de films et des interprètes dans le cas d'une copie d'œuvres audiovisuelles ou sonores. Et donc il y a une sorte de capitulation dans un esprit de réalisme du législateur qui s'est dit qu'il n'était plus possible de garantir une maîtrise de l'auteur sur ce genre d'exploitation, de garantir un droit exclusif efficace sur ce genre d'utilisation. Donc on les a sortis de la sphère des droits exclusifs et on a imposé à l'auteur on l'a imposé à l'auteur d'autoriser ce genre de pratique d'exploitation. Il n'a plus le pouvoir de l'interdire, mais en compensation, on lui a reconnu une forme d'indemnisation financière que constituent les droits de rémunération. Alors, ici, vous voyez sur mon PowerPoint que je termine un peu ce compte-rendu des défis technologiques que le droit d'auteur a dû relever par l'avènement de la société de l'information, avec une phrase un peu provocatrice, le défi de trop, parce que je suis effectivement
convaincu que sans réaction efficace et rapide, le modèle sur lequel est construit le droit d'auteur risque de s'effondrer littéralement face à l'émergence des nouvelles technologies et au développement massif du phénomène de la contrefaçon sur Internet et du téléchargement illicite sur Internet. Le problème, le défi technologique que posent ces nouvelles technologies, c'est en fait le phénomène de la digitalisation et de la numérisation, en ce sens que toutes les œuvres maintenant sont solubles dans un fichier informatique qu'il est possible de télécharger en un clic de souris et qui ne nécessite plus maintenant qu'un seul support unique de lecture. Donc il y a un phénomène de convergence. Avant, pour écouter de la musique, il fallait acheter soit une radiocassette, soit un lecteur de DVD. Si vous vouliez lire un livre, il fallait acheter le support qui était le livre. Si vous vouliez regarder un film, il fallait se rendre dans un cinéma ou acheter une télévision. Et il y avait donc des supports distincts pour chaque type d'œuvre. Ici, maintenant, on est en face, dans le monde digital, à un phénomène où il est possible, avec un seul PC, de lire n'importe quel type de contenu, musique, vidéo, son, etc., images, etc. Ce qui évidemment facilite énormément le phénomène de la contrefaçon, parce qu'au moins avant, il y a quand même un frein qui consistait au fait qu'il fallait acquérir un support parfois coûteux pour pouvoir accéder et reproduire les œuvres. Donc ici, on est en face d'un phénomène de numérisation globale, où les œuvres sont totalement diluées, où le sable échappe un peu comme le sable qu'on essaie de redire dans la main, où il est impossible de contrôler efficacement l'utilisation des œuvres, les actes de reproduction qui sont accomplis pour télécharger ces œuvres et pour les diffuser. Parce que l'autre caractéristique du monde où on est, c'est que chaque utilisateur, non seulement peut accomplir au départ sur PC des actes de reproduction, de téléchargement illicite, mais il peut aussi devenir un diffuseur. Il peut aussi lui-même donner un accès à toute une série de contenus illicites. Ce qui était avant l'apanage de sociétés, encore une fois, qui avaient pignon sur rue. Diffuser des films, ça demande beaucoup de moyens. Il faut construire une antenne qui coûte très cher et qui demande beaucoup d'investissement. Et donc, ces technologies étaient réservées à certains opérateurs qui avaient effectivement les moyens et les agréments pour effectuer l'acte de diffusion. Ici, on n'est plus du tout dans ce cas de figure, parce que, évidemment, la diffusion revient un petit peu dans la sphère privée. Ce qui pose des problèmes, pour moi, à terme insolubles, parce qu'un système fondé sur des droits exclusifs ne peut, à mon avis, survivre que si le diffuseur reste dans l'espace public et bien identifié. À partir du moment où il rentre dans la sphère privée, il n'y a pas de contrôle efficace qui est possible et on risque d'arriver à la même conclusion que celle que le législateur a bien dû tirer du développement des vidéocassettes et des radiocassettes, c'est qu'il n'est pas possible tout simplement de garantir l'effectivité du droit d'auteur conçu comme un droit exclusif, donc un droit d'autoriser ou non, d'interdire certaines formes d'exploitation. Il faut avoir le même jugement de réalité, à mon avis, et dire que ce type d'exploitation n'est pas susceptible d'être combattu avec efficacité et qu'il faudrait donc peut-être envisager un système de rémunération forfaitaire comparable à celui qu'on a mis au point pour la copie privée d'œuvres sonores et pour la reprographie. Je sais que ça en fait hurler certains, mais je constate en tout cas que pour l'instant, toutes les tentatives de combattre ce phénomène de téléchargement illicite ont quelque peu échoué. Et donc se pose effectivement la question de l'avenir du droit d'auteur qui, comme vous l'avez vu, a digéré et surmonté une série de défis technologiques ou culturels, mais qui ici se retrouve à un défi mortel, un défi majeur, parce que pour la première fois, tant la réception que la diffusion de l'œuvre rentre dans la sphère privée, et là, il devient impossible de contrôler ces exploitations, alors qu'avant, la diffusion de l'œuvre se passait dans un circuit de distribution bien fermé, bien identifiable, était le fait de sociétés qui avaient pignon sur rue, qui n'allaient pas prendre le risque. On voit mal une société comme RTL ou RTBF diffuser sciemment du contenu illégal, et si elle le faisait, en 24 heures, on pourrait mettre fin à cette contrefaçon, puisque c'est une société bien identifiée. Ici, on est en face de gens qui mettent en permanence du contenu illégal,
librement accessibles, sans le moindre verrouillage, dans la sphère privée, et il est très difficile de lutter efficacement contre ce phénomène de contrefaçon. Alors, je regarde rapidement, je pense que j'ai bientôt fait le tour. Je ne sais pas quelle heure il est. Je pense que j'ai fait le tour. 45 ? Oui. Donc on m'avait dit de terminer plus ou moins à 45. Donc ça tombe bien. Et pour des questions éventuelles, voilà.